Aujourd'hui, je vois des élus venant d'un bout à l'autre du Canada. Je vois des gardiens des droits et libertés garantis par la Charte canadienne. En tant que roi, je tiens à vous remercier de vous mettre au service de vos compatriotes d'un bout ou l'autre de ce grand et beau pays. Alors, on vous propose la réaction des partis d'opposition à ce discours du trône avec Pierre Paulus, député conservateur, Christine Normandin, député bloquiste, Alexandre Boulris, député néo-démocrate. À vous trois, bon après-midi. Bon après-midi. Bonsoir. Alors, je vais commencer avec vous, M. Paulus. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours, des priorités qui ont été présentées par le gouvernement aujourd'hui? Bien, premièrement, avant de parler des priorités du gouvernement, je pourrais vous dire que les priorités des conservateurs, lors de la campagne électorale, vous l'avez entendu, M. Poilievre était clair, pour nous, c'est de remettre dans l'argent des contribuables, des Canadiens et des Québécois, et surtout d'exploiter nos ressources naturelles afin d'être moins dépendants des États-Unis. Ça, c'est les deux éléments principaux de notre côté qui doivent être abordés. On a eu maintenant dans le discours du trône certains points qui ont été amenés. Il y en a qui étaient plus spécifiques, mais d'autres qui étaient très nuancés. C'était plus vraiment des idées, mais de façon concrète d'aborder la situation. Mais on avait la baisse d'impôts, par exemple. La baisse d'impôts, vous êtes d'accord avec ça? Oui, la baisse d'impôts, ils ont mis un chiffre, ils ont dit 800 $ par famille, par couple. Mais par exemple, quand on parle de ressources naturelles, corridor énergétique, on donne l'intention, mais on aurait pu, dans le discours du trône, dire on va abolir la loi C-69, qui fait en sorte qu'on ne peut pas actuellement développer des projets de ressources naturelles au Canada. Donc, c'est pour ça qu'il y a des éléments qui sont intéressants, mais en même temps, on est plus dans les slogans. M. Carney disait « j'ai un plan », mais là, on est vraiment à l'étape d'avoir besoin de matière autour de l'os. Oui. Dans le discours, on a évoqué la nouvelle relation avec les États-Unis, axée sur l'économie, axée sur la sécurité, axée sur le respect des deux nations souveraines, dit-on dans le discours du trône présenté aujourd'hui. Est-ce que pour vous, le message est assez clair à l'endroit du président Trump? Bien, j'espère que M. Trump recevra ce message-là de façon positive. Bien évidemment que de notre côté, ce qu'on veut, c'est qu'on en finisse avec les fameux tarifs qui ont été imposés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, on n'a pas abordé ce point-là dans le discours du trône. On parle de rétablir une relation, d'établir une relation basée sur des aspects sécuritaires, de gestion de frontières, mais il reste qu'on a des tarifs qui ont été imposés au pays et il n'y a rien qui s'est passé encore, là. L'élection est complétée, M. Carney est en poste, et on n'a pas entendu rien non plus de vraiment concret dans ce plan-là. Donc, si M. Carney se fie seulement à la présence... Est-ce que le ton était le bon, M. Paulus, dans l'objectif d'amorcer cette relation, de négocier avec les Américains, de faire en sorte qu'éventuellement les tarifs tombent puis qu'on renégocie la CEUM? Le ton était bon. Mais en même temps, c'est une forme de gambling. Est-ce que le fait d'avoir eu le roi qui est venu lire le discours du trône va faire en sorte que Donald Trump va se tourner demain matin et va dire « Ah, bien, finalement, les tarifs sont finis au Canada, mes amis canadiens ont fait la paix, c'est fini. » Donc, ça, c'est un gambling. C'est pour ça que nous, on a besoin de gestes concrets. Est-ce que la façon de faire était bonne? Je crois que oui. Mais maintenant, c'est comment on va s'organiser pour en finir avec les tarifs, comment on va s'organiser pour redresser l'économie canadienne. Parce qu'oublions pas qu'après 10 ans, les libéraux, il n'y a rien de réglé. Pas parce que Mark Carney vient d'arriver que tout est réglé par magie. Ouais. On veut accélérer l'approbation des projets de 5 à 2 ans. C'est comme une idée conservatrice, ça, vous ne trouvez pas? Avec une seule évaluation environnementale. Ça fait partie... On a pigé dans vos idées en bonne partie. Il y a plusieurs idées qui ont été prises. Donc, celle-là, qui est un projet de loi que mon collègue Gérard Deltel avait déposé, justement, puis qui avait été battu par les libéraux. Donc, c'est drôle de voir aujourd'hui que l'idée du projet de loi de M. Deltel revient de l'avant. Mais il reste que là, c'est pour ça, comme je disais tantôt, est-ce que la loi C-69 va être abrogée? On aurait pu le mentionner clairement dans le discours du trône que les mauvaises lois qui ont été mises en place vont être abrogées. Vous auriez ajouté ça, mais est-ce que ce discours du trône aurait pu être présenté aussi par un gouvernement conservateur, dans le fond? Bien, il y a plusieurs éléments qui relèvent de la plateforme conservatrice, mais maintenant, c'est dans les moyens. Nous, on aurait été plus précis dans les moyens de prendre action pour en venir à bout. Et surtout, ce qui manque actuellement, c'est le budget. Là, on a besoin de budget parce qu'on a bien beau avoir un discours du trône, de belles intentions, mais tant qu'on n'a pas un budget qui nous démontre l'état des finances publiques, de quelle façon, justement, le gouvernement va s'y prendre pour arriver à ces objectifs qui sont, pour l'instant, plus théoriques que d'autres choses. Vous allez l'avoir au mois d'octobre, nous dit-on, le budget, là. Ben, c'est loin. Puis là, n'oublions pas qu'il y en a qui disent « Oui, mais c'est normal, le gouvernement qui vient d'arriver peut prendre plus de temps. » Mais les libéraux étaient là, ça fait 10 ans qu'ils étaient là. Est-ce que Finance Canada s'est croisé les bras pendant 6 mois en attendant? M. Carney était premier ministre
avant l'élection. Donc, les directives, moi, je crois que les directives, le plan de match étaient déjà donnés à la fonction publique. Il n'y a pas de raison d'attendre au mois d'octobre pour avoir un budget. C'est pour ça qu'on va continuer à taper sur le clou. C'est très important d'avoir ça le plus rapidement possible. Vous allez voter en faveur du discours du trône le 4 juin? On va voir. Il y a plusieurs journées maintenant de débat sur le discours du trône parce que là, aujourd'hui, on a l'état des choses sur 30 pages, mais il y a tellement de détails qui manquent et c'est pour ça qu'en creusant dans les prochains jours, on va voir quelle est vraiment l'intention du gouvernement et à ce moment-là, on prendra une décision. En terminant, est-ce que pour vous, la visite du roi, c'est quelques 24 heures, c'est une visite totalement réussie pour le Canada? Bon, écoutez, on est encore dans un modèle de monarchie constitutionnelle. Tant qu'à avoir le gouverneur général qui ne sait pas parler français, j'aime mieux avoir le roi aujourd'hui. Qui parlait un meilleur français, finalement. C'est ça. OK. M. Paulus, merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci bien. Bye. On va poursuivre avec Christine Normandin, députée du Bloc dans Saint-Jean. Bonjour, Mme Normandin. Bonjour, M. Filion. Au-delà de la présence du roi, qu'est-ce que vous pensez du contenu du discours du trône, des priorités du gouvernement? Bien, on le sait, un discours du trône, c'est généralement plus un énoncé de principe que quelque chose de très, très, très précis et surtout quelque chose de chiffré. Moi aussi, je fais mien le propos à l'effet que ça aurait pris un budget pour qu'on puisse avoir une meilleure idée de l'état des finances avant de promettre, par exemple, des baisses d'impôts et tout. Mais sur le contenu du discours du trône, ce qui nous frappe principalement, c'est les ingérences. On le sent, c'est un gouvernement très, très centralisateur qu'on a devant nous et ça, c'est quelque chose qui, généralement, fait assez hérisser le poil sur les bras des... on peut penser, par exemple, à l'assurance médicaments, à l'extension du régime d'assurance dentaire, le fait qu'il y ait une seule évaluation environnementale, même si on dit que ce sera fait avec l'accord des provinces. Nous, on a déjà déposé à la Chambre un projet de loi sur la souveraineté environnementale qui aurait fait que dès qu'il y a des questions, par exemple, d'aménagement du territoire, d'environnement qui seraient touchées, les provinces devraient être celles qui ont le dernier mot et ça a été battu à la fois par les libéraux et les conservateurs. Donc, nous, on voit ça d'un très mauvais œil, ce genre d'entente-là où il y aurait une seule évaluation environnementale. Donc, on voit ce genre d'ingérence-là venir. Rien ne dit, Mme Normandin, que l'évaluation environnementale ne pourrait être pas celle du BAP dans le cas du Québec. L'objectif serait d'accélérer des projets pour faire en sorte qu'au lieu que ça prenne 5 ans à approuver des gros projets d'infrastructure, ça ne prenne que 2 ans. Êtes-vous d'accord avec ça? Mais comme je vous dis, si on avait un gouvernement, et c'est quand même une bonne partie de l'ancien gouvernement qu'on retrouve présentement, si ça avait été sa volonté à l'époque, ils auraient fort probablement appuyé la démarche du Bloc pour que le Québec ait le dernier mot et ça a été un non assez retentissant. Donc, ça nous envoyait déjà pas un bon message, ce qui fait que je suis assez dubitative du genre de négociations qu'on pourrait avoir avec les provinces. Okay. Des fois, c'est des négociations qui sont plus du genre je t'écoute, mais on n'arrive pas à une réelle entente. Cause toujours, exactement. On a parlé de la protection de la gestion de l'offre dans le discours. Ça vous réjouit? C'est bien qu'on voit les mots gestion de l'offre dans le discours, mais ça a été dit en campagne aussi. On va protéger la gestion de l'offre, mais c'est pas exactement ça qui est l'enjeu. Dans les 3 derniers accords où la gestion de l'offre a été en partie bradée, on n'a jamais sacrifié le principe même de la gestion de l'offre. Le problème, c'est quand on sacrifie des parts de gestion d'offre, des parts de marché, ce qui a été fait dans les 3 derniers accords commerciaux. Donc, on peut bien dire, on va maintenir le système de gestion de l'offre, mais si on continue à l'affaiblir en envoyant des parts de marché aux États-Unis, il est là le problème. Si on avait vu noir sur blanc dans le discours du trône, nous ne sacrifierons aucune part de marché au bénéfice des Américains dans les négociations commerciales. On serait ailleurs, mais ce qu'on voit, c'est qu'on va protéger la gestion de l'offre. Donc, c'est un bel énoncé de principe, mais c'est pas suffisant. C'est pour ça que si on revient avec notre projet de loi sur la protection de la gestion de l'offre, ce qui serait un excellent message, ce serait que ça passe de consentement unanime dans la Chambre et qu'on puisse le faire de façon accélérée, comme il semblait quand même y avoir une certaine ouverture de la part du premier ministre Carney. Donc ça, ce serait une réelle protection, à notre avis, plus que le simple fait de mettre gestion de l'offre dans le discours. Le roi Charles III a dit « La langue française et la culture québécoise sont au cœur de l'identité canadienne. Elles définissent le pays que les Canadiens, les Canadiennes et moi aimons tant. » Est-ce que ces propos vous rassurent? Comment ils résonnent en vous, les propos du roi Charles III là-dessus? Oh, c'est sympathique que ce soit lu en français. Ça, c'est dans un français acceptable. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais autrement, la culture, ça, c'est un autre des aspects propres au Québec qu'on souhaite protéger dans le cadre des prochains accords commerciaux. Donc, que ce soit un énoncé de principe dans le discours du trône, tant mieux. Il y a quand même des éléments qui, de façon générale, nous font moins hérisser le poil sur les bras, mais c'est toujours dans l'application, dans le concret par la suite qu'on va voir de quelle façon ça va s'articuler. Le fameux diable qui est dans les détails,
c'est là où ça va se voir. Donc, il y a des énoncés de principe avec lesquels c'est sûr qu'on est plus à l'aise, mais on va voir de quelle façon ça s'articule dans le futur. Et quand ça passera par des projets de loi, on les analysera au mérite, vraiment dans le fond des éléments qui y seront contenus. Mais celui-là nous paraît à tout le moins sympathique. Est-ce que ça ressemble à un programme du Parti conservateur, le discours du trône aujourd'hui? Je pense que quand même les conservateurs se targuent de s'être fait voler leurs idées par les libéraux, on serait mal placé pour dire non, on n'y retrouve absolument aucun élément. Je pense qu'on est, comme je le mentionnais, devant un gouvernement très centralisateur et comme ça a été mentionné, peut-être un gouvernement plus qui peut ressembler à une gestion un peu type entrepreneurial, d'une certaine façon. On voit que c'est un banquier qui est à la tête du gouvernement. Mais oui, il semble y avoir plusieurs idées qui ont été reprises des conservateurs, là, ce qui fait nous demander de quelle façon ils vont s'enligner pour leur vote. Très bien. Allez-vous voter le 4 juin en faveur du discours du trône? Nous aussi, on va quand même voir de quelle façon les prochains jours vont s'articuler. On aura 6 jours consécutifs de débat sur le discours, mais dans ces 6 jours-là, il y a aussi le dépôt d'amendements et de sous-amendements qui peuvent modifier certaines choses. Par exemple, et c'est vraiment à titre purement hypothétique, si le Bloc québécois déposait un amendement qui dirait tous les éléments du discours du trône devront s'assurer de ne pas de ne pas créer d'ingérence dans les champs de compétences du Québec, on vient peut-être de changer pas mal la donne sur le ton du discours du trône. Ça pourrait éventuellement changer notre vote. Donc, il y a encore des choses à voir, peut-être des discussions à avoir aussi sur la mise en œuvre du discours du trône pour voir de quelle façon on votera. Merci, Mme Normandin. C'est un plaisir. Finalement, avec nous, Alexandre Boulris, député du NPD, Rosemont, la petite patrie. Bonjour, M. Boulris. Bonjour, M. Filion. Alors, vous avez pensé quoi du discours, des priorités qui ont été présentées aujourd'hui par le gouvernement? Au départ, c'est un discours du trône qui brossait un tableau assez sombre de la situation internationale. On parlait d'un monde changeant, instable, dangereux, menaçant, où ça pouvait créer de l'anxiété. Alors, il y a des messages qui étaient passés aux voisins du Sud, à M. Trump. Quand on a parlé des États-Unis, on a parlé de respect dans la même phrase. Alors, il y avait des choses qui étaient intéressantes à cet égard-là, mais un discours du trône, c'est beaucoup une liste d'épicerie où on fait des petits crochets à côté pour voir si on en a parlé. Et là, il manquait des choses. Il manquait énormément de choses, notamment en matière de logement. Il n'a pas été question de logement que les gens sont capables de se payer. Des logements, des organismes sans but lucratif pour faire du logement hors marché, alors que tous les spécialistes disent qu'elle est là, la solution. Alors, il n'y avait rien là-dessus. Il n'y avait rien sur l'assurance. Alexandre Boulris, on parle quand même de doubler le taux de construction résidentielle, dit-on, dans l'objectif de ralentir la croissance des prix ou de faire baisser les prix. Ça peut être intéressant, puis on sait qu'il faut construire davantage. Mais on construit quoi exactement? Est-ce que c'est des loyers que les gens sont capables de se payer? On sait que quand ça dépasse 30 du revenu familial, les gens sont en situation de précarité. Il n'a pas été question de ça du tout aujourd'hui, ni de logement social, ni de coopérative d'habitation. Ça nous inquiète et il n'était pas question non plus de crise climatique, ce qui est assez effrayant. Est-ce que ce discours marque une rupture avec les libéraux de Justin Trudeau, avec qui vous aviez quand même une entente de collaboration jusqu'en septembre dernier? Bien, on voit qu'il y a un virage plus vers la droite avec M. Carney. Vous en avez déjà parlé avec les autres invités plus tôt. C'est-à-dire que quand il y a des phrases qui disent « on va dépenser moins pour investir davantage », qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que investir dans la maintenance des hôpitaux ou la réfection du transport en commun comme le métro de Montréal, est-ce que c'est une dépense ou un investissement? C'est pas clair non plus. Quand on dit on va favoriser des projets d'envergure nationale, moi, j'entends pipeline, mais on ne l'a pas dit. On a dit on va avoir des beaux projets, puis ça va créer plein d'emplois. Et on va aller de plus en plus vite, comme les conservateurs. Est-ce que ça veut dire qu'on va tourner les coins ronds? On va menacer des espèces, des communautés, pas respecter les Premières Nations? Alors, il y avait beaucoup de mots codés un peu dans ce discours du trône-là, mais c'est vrai qu'il y a un virage par rapport aux années précédentes. À vos yeux, pas dans la bonne direction. À vos yeux, est-ce que la visite du roi a servi à réaffirmer la souveraineté du Canada face aux Américains aujourd'hui? Je pense que c'était la volonté du premier ministre Carney d'envoyer ce message-là à M. Trump. Mais vous comprendrez que, comme Québécois, prendre le roi d'Angleterre pour dire on est un pays souverain ici, c'est peut-être pas la meilleure manière d'impressionner M. Trump, même s'il aime beaucoup la monarchie britannique, semble-t-il. Est-ce que vous allez voter en faveur du discours du trône?
On va voter le 4 juin sur le discours du trône, mais on a encore des discussions à avoir à l'interne. Bon, tout le monde se garde une petite réserve, là, mais on sent qu'il n'y a personne qui veut retourner en élection de toute façon. Vous, votre parti n'est pas reconnu comme parti officiel. Ça veut dire quoi pour l'avenir du NPD? Ça veut dire beaucoup de travail parce que ça fait en sorte qu'on n'a pas de ressources centrales, par exemple, pour les communications ou la recherche. Ça crée beaucoup plus de pression sur les autres employés des 7 députés que nous sommes. Mais on va travailler fort, on va travailler ensemble. On sait pourquoi on est là au Parlement, pour les travailleurs et les travailleuses de leur famille. On va faire notre travail. On va se retrousser les manches, comme on a déjà fait dans le passé. C'est pas la première fois. Puis on va respecter la volonté démocratique là, des 1,2 million de personnes qui ont voté pour le NPD. On va bien les représenter. Est-ce qu'il y a des membres de votre parti qui ont été approchés par le gouvernement de Mark Carney pour faire partie du gouvernement? Je pense que les libéraux ont dû piger, ont dû essayer des tentatives un petit peu partout, à gauche, à droite, puis au centre. Mais on est tous unis, puis on va travailler comme caucus. On a une réunion d'ailleurs demain matin, tous ensemble. Vous pouvez dire aujourd'hui que les 7 membres du NPD seront toujours les membres du NPD à la rentrée parlementaire à l'automne? Oui, je peux dire ça. On a eu cette discussion-là et tout le monde était très clair et ferme là-dessus. Très bien. Alexandre Boulouris, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci, à la prochaine. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.